Le vent se déplace en premier. Elle s'étend sur une étendue blanche et déserte, sans que rien ne puisse l'arrêter, l'adoucir, ni même l'entendre. La terre est ensevelie sous des mètres de neige, aplatie en un horizon glacé où ciel et terre se fondent en un souffle pâle et infini. La neige s'élève et tourbillonne comme des cendres suspendues dans l'air d'un feu silencieux, flottant, se tordant et disparaissant à nouveau dans la tempête. À moins 40 degrés Celsius, l'air lui-même semble glacial. La peau exposée gèle en quelques minutes. Le métal se brise. Le diesel s'épaissit. Le son se propage étrangement ici, étouffé, lointain, comme si le froid absorbait la vibration avant qu'elle ne puisse se propager loin. Sous la surface, le sol est prisonnier du pergélisol, durci au fil des millénaires. Les rivières qui jadis grondaient gisent désormais enfouies sous une épaisse couche de glace. Un chenal gelé sillonne le paysage, blanc et immobile, apparemment désert. Mais la glace n'est jamais immobile. Un craquement brise le silence. Tout commence par un léger tremblement, puis s'intensifie en un grondement qui résonne dans toute la vallée. La glace se déforme sous son propre poids colossal. Les plaques se plient comme des os tectoniques. Le bruit ressemble à un tonnerre lointain sans nuages, une tempête emprisonnée sous une épaisse couche de verre. À la surface du fleuve, de fins rubans de vapeur s'élèvent. La vapeur s'engouffre en spirale à travers les fissures de la glace, fantomatique et éphémère. Sous cette couche glacée, l'eau noire continue de couler, lente, implacable, patiente, en route vers la forêt. Des silhouettes sombres tourbillonnent à la lisière de la toundra. La taïga est lourde de neige, ses branches de mélèze et de pin courbant sous le poids de l'épaisse couche blanche. Les troncs de bouleaux se dressent, pâles et décharnés, leur écorce se détachant comme un vieux parchemin. Le givre s'accroche à chaque aiguille, chaque brindille, chaque arête exposée. Même les arbres semblent résister au froid. Le vent s'engouffre dans la canopée, secouant des voiles de poussière qui retombent en rideaux lents et scintillants. Puis quelque chose vient interrompre la surface intacte. Au premier plan, enfouie dans la neige fraîche, une empreinte solitaire. Large, ronde, puissante. Ses contours sont nets, fraîchement formés. Des cristaux de neige scintillent sur son pourtour. Une empreinte de patte. C'est plus grand qu'une main humaine, plus grand que prévu. Le chemin entre les empreintes s'étire lentement, disparaissant parmi les troncs de bouleaux au loin. La forêt s'épaissit, le silence retombe. Entre les pâles colonnes des arbres, une ombre se meut. D'abord, ce n'est qu'un mouvement, à peine perceptible sur le fond monochrome. Puis la couleur surgit, de faibles traînées orangées. Des rayures noires qui percent la lumière blanche. Une silhouette s'avance. Des épaules massives se dessinaient sous une épaisse fourrure hivernale. Des muscles saillants se dessinaient sous une peau isolée par la graisse et protégée par un pelage suffisamment dense pour résister à l'air glacial. Chaque respiration s'échappait des narines, en de lents nuages de vapeur. Des cristaux de glace s'accrochaient aux moustaches. Des yeux ambrés fixaient droit devant eux, sans ciller. Le géant rayé avance tranquillement, les pattes écartées pour répartir son poids sur la neige. Pas une seule branche ne cède. Il n'y a aucun signe avant-coureur. Dans cet empire glacé, la force se mesure au silence. Le vent se lève à nouveau, charriant la neige sur le passage du tigre et adoucissant ses empreintes. La forêt enveloppe de nouveau sa silhouette, ses rayures se fondant dans l'ombre des bouleaux et la lumière hivernale. Ici, la glace ne se contente pas de recouvrir la terre. Respirez, changez, attendez. Bienvenue en Sibérie hostile. Le vide blanc commence à prendre forme. Vue du ciel, la Sibérie révèle son immensité. Une carte s'étend sur l'Asie du Nord comme un continent dans un continent. C'est la Sibérie, une vaste étendue de millions de kilomètres carrés, des monts Oural à l'océan Pacifique. À l'est se trouve la nature sauvage et accidentée de l'extrême-orient russe, une région de montagnes, de vallées fluviales et de forêts côtières où vivent encore les plus grands prédateurs d'Asie. Plus au sud, une profonde faille bleue traverse le territoire, le lac Baïkal, le plus ancien et le plus profond lac d'eau douce au monde. En hiver, une grande partie de ce territoire disparaît sous la neige et la glace. Les températures chutent jusqu'à moins 50 degrés Celsius dans certaines vallées intérieures. L'air se fige, le carburant se gélifie, même l'air semble immobile. Pourtant,
Quelques mois plus tard, cette même terre peut brûler sous la chaleur estivale, atteignant 30 degrés Celsius. Les rivières débordent d'eau de fonte, les prairies s'embrasent. Des nuages denses de moustiques s'élèvent au-dessus des marais dégelés. La Sibérie ne se contente pas de connaître des saisons, elle se métamorphose. Le sol sous tout cela conserve la mémoire du froid. Le pergélisol, ce sol qui demeure gelé toute l'année, constitue la base d'une grande partie de la région. En hiver, il durcit comme la pierre. En été, seule une couche superficielle dégèle, créant une fragile couche de boue et d'eau sur ce socle gelé. Les arbres y poussent avec des racines superficielles, s'étendant largement plutôt qu'en profondeur, s'accrochant à un sol qui ne se ramollit jamais complètement. Des forêts entières reposent en équilibre précaire sur cette glace millénaire. Voici la taïga, le plus vaste biome forestier de la planète. Une immense étendue de forêts de conifères encercle l'hémisphère nord, mais c'est ici qu'elle trouve toute sa splendeur. Mélèzes, pins, sapins et bouleaux dominent le paysage, formant des océans de vert sombre en été et des silhouettes squelettiques en hiver. Vue du ciel, la taïga semble infinie. Au sol, elle se révèle intime et oppressante, un labyrinthe de troncs et d'ombres. Pendant une grande partie de l'année, la survie semble mathématiquement impossible. La nourriture est enterrée, l'eau est stockée précieusement, la lumière se limite à quelques heures de crépuscule. Et pourtant, la vie persiste, non pas en résistant au froid, mais en l'anticipant. En Sibérie, la survie ne repose pas uniquement sur la force, mais aussi sur la stratégie. Les animaux développent un pelage plus épais des mois avant les premières neiges. Certains accumulent des réserves de graisse qui doublent leur poids. D'autres stockent des graines, se cachent sous la neige isolante ou migrent sur des centaines de kilomètres pour échapper aux conditions climatiques les plus extrêmes. Le timing est crucial. Une erreur de quelques semaines seulement peut leur coûter la vie. Le paysage lui-même dicte le rythme. Gel, dégel, floraison, brûlure, nouveau gel. Ce n'est pas un désert statique, c'est un système en mouvement, une terre régie par des extrêmes où chaque créature doit synchroniser sa vie avec la température et la lumière. En apparence, il semble figé et silencieux. Mais même dans cet empire figé, quelque chose s'agite. Des hautes crêtes des monts Psychotéaline aux vallées fluviales gelées en contrebas, une seule présence définit la limite supérieure de la chaîne alimentaire sibérienne. Il se déplace comme un murmure entre les arbres. Le tigre de Sibérie, également appelé tigre de l'amour, est la plus grande de toutes les sous-espèces de tigres. Les mâles peuvent mesurer plus de 3 mètres du museau à la queue et peser plus de 300 kg. Sous des climats plus chauds, une telle taille serait considérée comme extraordinaire. Ici, c'est tout à fait normal. L'hiver glace le corps et les os. Le tigre réagit avec une grande résilience. Son pelage s'allonge et s'éclaircit, plus clair que celui de ses cousins du sud, formant un épais manteau qui emprisonne l'air près du corps. En dessous se trouve une couche de graisse de plusieurs centimètres d'épaisseur qui isole les muscles et les organes vitaux de l'air, capable de geler la peau exposée en quelques minutes. Même ces vibrisses givrent, formant de minuscules cristaux de glace à leur extrémité lorsqu'ils respirent. De la vapeur s'échappe de ses narines en lents nuages. Le tigre avance sur la neige qui absorbe le son. Chaque pas est délibéré. Ses pattes s'ouvrent au contact du sol, les orteils légèrement écartés, répartissant son poids comme des raquettes vivantes. Là où un cerf trébucherait sur l'écorce, le tigre plane avec une aisance remarquable. La neige ne le réduit pas complètement au silence, mais elle pardonne les petites erreurs. Un craquement de brindilles se mue en un murmure étouffé. Une branche qui se balance en un léger soupir. Ce prédateur domine l'espace à une échelle que peu d'animaux peuvent se permettre. Un seul tigre peut patrouiller un territoire allant jusqu'à 1000 km². Vallées boisées, rivières gelées, pentes montagneuses enneigées par le vent, l'étendue de ce territoire est une nécessité, non une question de domination. Les proies sont dispersées et l'énergie rare. Rester confiné à un territoire trop restreint l'exposerait à la famine. Il s'arrête près d'un tronc de bouleau, son flanc frôlant l'écorce pâle. Ses muscles frémissent sous son pelage rayé. Le motif, des bandes noires sur un fond orange terne, brouille sa silhouette entre l'ombre et l'arbre. En été, ses rayures se fondent dans les hautes herbes et la lumière tachetée. En hiver, elles se confondent avec les troncs verticaux et la neige qui s'accumule. Le camouflage n'est pas qu'une question de couleur.
c'est une question de géométrie. Plus loin, la forêt devient plus dense. Le tigre se tapit, ses épaules s'affaissent, sa tête se penche juste sous la cime des arbres. Sa respiration ralentit. Ses oreilles frémissent indépendamment, captant les moindres perturbations de l'air immobile. Quelque part au-delà des arbres, des sabots tassent la neige. Une douce expiration, le rythme de la nourriture. Le tigre n'est pas pressé. Dans ce climat, une poursuite infructueuse peut coûter plus d'énergie qu'elle n'en économise. Une course effrénée dans la neige profonde épuise rapidement. Chaque embuscade doit être calculée, chaque approche mesurée au regard du risque d'exposition aux éléments et d'épuisement. Faites un pas en avant, puis un autre. Derrière lui, le vent commence à estomper les contours de ses empreintes, effaçant presque instantanément la trace de son passage. La forêt se resserre, indifférente, immense. Ici, la taille seule ne suffit pas. La puissance sans précision est un gaspillage d'énergie. La faim guette patiemment une erreur de jugement. Pour survivre ici, même le tigre doit calculer chacun de ses pas. Ici, la neige n'est pas qu'un décor. Elle est le territoire. Elle est la résilience. Elle est témoin. Le tigre longe la rive d'une rivière gelée, le museau bas et les moustaches effleurant la neige. Tous les quelques mètres, il s'arrête. Une faible volute de vapeur s'élève d'une plaque de neige remuée au loin, signe de sa présence. Des empreintes de sabots s'enfoncent profondément dans la croûte, leur contour encore net. Un troupeau de cerfs rouges est passé par ici récemment. Les traces sont irrégulières. Un animal a dérapé. Le tigre scrute les alentours. Il lit la neige comme d'autres lisent l'encre sur le papier. Un faux pas, une hésitation, un déplacement de poids. Quelque part dans la meute, une faiblesse se fait sentir. La chasse hivernale est une question de calcul. Un tigre adulte a besoin de l'équivalent calorique d'une 50aine de grands cerfs par an pour survivre. En été, les proies sont dispersées mais accessibles. En hiver, la neige change la donne. Elle ralentit la progression des sabots, épuise les muscles et les soumet à la fatigue. Mais elle met aussi le chasseur à l'épreuve. Chaque bond dans les congères profondes consomme une énergie précieuse. Une chasse infructueuse peut signifier des jours de famine. Le tigre s'éloigne de la rive du fleuve et pénètre dans la forêt. Plus loin, les branches tremblent. Un petit groupe de cerfs sika broute prudemment l'écorce à nu, grattant le lichen des troncs avec leurs dents. Leur pelage s'est épaissi pour l'hiver, gonflé par le froid. Leurs oreilles frémissent sans cesse. Le tigre se tapit. Son dos s'aplatit. Ses omoplates se dressent comme deux crêtes jumelles sous sa fourrure. Sa queue s'arrête. Des flocons de neige s'accumulent sur son dos et fondent lentement dans sa fourrure protectrice. Il avance d'un pas silencieux. Une seconde, le vent tourne. Une biche se fige, la tête se redressant brusquement. Ses naseaux se dilatent. L'alarme parcourt le groupe comme une décharge électrique. En un instant, ils se mettent en action, leurs sabots martelant la neige et leurs corps se dispersant parmi les troncs d'arbres. Le tigre se jette sur lui. Pendant plusieurs secondes, prédateurs et proies s'affrontent dans un contraste saisissant, une bande orange se détachant sur un chaos blanc. La neige jaillit sous les griffes acérées. Les muscles se projettent en avant dans des foulées explosives, puis les courants s'intensifient. Le cerf, plus léger et plus désespéré, bondit de façon erratique sur un terrain plus ferme. La poitrine du tigre s'écrase contre un tas plus mou. Chaque bond s'affaisse légèrement, son élan faiblit. En quelques instants, la distance s'accroît. Le tigre ralentit. Il s'arrête. Son souffle s'échappe en épais nuages. Le givre s'accroche à ses moustaches. Il reste immobile, observant la forêt engloutir sa chance. Énergie perdue, calories brûlées, rien gagné. Quelques heures plus tard, la neige se met à tomber plus abondamment. Le vent balaie la plaine, emportant des nappes de flocons de neige. La visibilité est réduite. Le monde se fond dans un blanc mouvant. La plupart des animaux cherchent un abri. Le tigre ne le fait pas. Près d'un bosquet de jeunes bouleaux, un petit groupe de sangliers fouille la neige, creusant des tranchées avec leurs groins à la recherche de glands et de tubercules enfouis. Leur corps est dense et musclé, protégé par une épaisse fourrure et de la graisse. Contrairement aux cerfs, ils ne misent pas uniquement sur leur vitesse. Ils se battent. Le tigre tournoie au gré du vent, se fondant presque entièrement dans la tempête. La neige le camoufle, adoucissant sa silhouette. Le vent emporte son odeur, réduisez la distance mètre par mètre. Puis, dans une contraction soudaine des muscles et de la volonté, il émerge du blanc. Le ralenti fragmente l'instant.
La neige se dresse en arc scintillant. Un sanglier se retourne trop tard. Les pattes avant du tigre agrippent ses épaules, ses griffes s'enfonçant dans sa peau, ses mâchoires cherchent son cou, ses dents s'enfonçant dans l'épaisse fourrure jusqu'à la colonne vertébrale. Le sanglier se débat violemment, ses sabots creusant des sillons et ses défenses fendant l'air. La lutte transforme la neige en un cratère de sang et de glace. Les secondes s'étirent, la force rivalise avec la force. Finalement, les mouvements du sanglier ralentissent, puis il s'arrête. La tempête continue comme si de rien n'était. Le tigre se dresse au-dessus de sa proie, ses flancs se soulèvent et tremblent d'effort. L'épuisement est palpable à chaque respiration. Ici, la victoire ne s'obtient jamais sans effort. Elle se gagne au prix de blessures, de muscles déchirés, de risques calculés. Le festin le rassasiera pendant des jours. Mais la neige retombera. La faim le tenaillera de nouveau. Et la forêt exigera un nouveau règlement de compte. Mais le tigre n'est pas seul dans ce combat glacial. Le tigre se nourrit, mais la forêt reste indifférente. Autour du lieu du meurtre, la neige continue de tomber en tourbillons doux et réguliers, recouvrant le sang, les empreintes et les traces de violence. En quelques heures, les preuves s'estomperont. En quelques jours, elles auront disparu. La taïga ne se limite pas à des événements isolés. Elle agit à une échelle bien plus vaste qu'une simple chasse. Voici la taïga, le plus vaste biome forestier continu de la planète. Immense étendue septentrionale de forêts de conifères qui traversent les continents, elle atteint ici, en Sibérie, une dimension particulièrement vaste. Vue du sol, elle paraît à la fois intime et confinée. Vue du ciel, elle ressemble à un océan gelé, d'un vert sombre, en perpétuel mouvement. Son architecture est d'une simplicité trompeuse. De hauts troncs élancés s'élèvent comme des colonnes, des espèces bâties pour la robustesse plutôt que pour l'élégance. Le mélèze domine une grande partie de la Sibérie orientale. Parmi les conifères, il est remarquable pour la chute de ses aiguilles chaque automne, ce qui lui permet de conserver l'eau avant l'arrivée de l'hiver. Le pin sylvestre prospère dans les sols sableux, son écorce rougeâtre se détachant en plaques ondulées. L'épicéa de Sibérie se dresse, sombre et dense, ses branches retombant pour laisser tomber la neige accumulée. Chaque arbre est conçu pour supporter une charge. La neige s'accumule en épaisses couches sur la canopée, exerçant un poids silencieux. Les branches plient, mais rarement se brisent. Leur forme conique permet aux lourdes congères de glisser librement lors des tempêtes. La flexibilité est une question de survie inscrite dans le bois. Sous la canopée, la lumière est rare en hiver. Le soleil disparaît à l'horizon, projetant de longues ombres bleues entre les troncs. Le sous-bois se rétracte en sommeil. Le sol lui-même disparaît sous un manteau blanc toujours plus épais. Mais cette couverture n'est pas morte. La neige fraîche est aérée et pleine de poches d'air. À mesure que les couches s'accumulent, les couches inférieures se compriment et durcissent, créant une barrière isolante. Sous 30 cm de neige, les températures peuvent rester étonnamment stables, souvent juste en dessous de zéro, même lorsque la température de surface descend à moins 40 degrés Celsius. Cet espace caché est connu sous le nom de zone subnivaine, un monde sous la neige. Ici, de petits mammifères se déplacent dans d'étroits tunnels creusés entre le sol et la glace. Les tamias de Sibérie s'y faufilent, se nourrissant de graines stockées des mois auparavant. Les lemmings rongent les racines et les herbes préservées par le gel. Les belettes de Sibérie se faufilent dans les mêmes passages à la poursuite de leur proie, leur corps allongé étant conçu pour les espaces confinés. Là-haut, la forêt semble figée et immobile. En contrebas, le mouvement bourdonne silencieusement. La neige isole le son aussi efficacement que la chaleur. Un renard qui la traverse n'entendrait jamais le faible battement de cœur sous ses pattes. Mais de temps à autre, une légère vibration trahit une vie cachée. Un effondrement soudain de la croûte, un doux craquement sous la surface. La zone subnivale est un paradoxe, fragile et pourtant essentielle. Sans elle, les petits herbivores périraient de froid et les prédateurs qui en dépendent subiraient le même sort. Toute la chaîne alimentaire supérieure, y compris le tigre, dépend indirectement de cette couche de chaleur invisible. La taïga n'est pas seulement un terrain de jeu pour les grands prédateurs, c'est un moteur. Ici, les nutriments circulent lentement.
Les aiguilles de pin tombées acidifient le sol. Les champignons s'entrelacent aux racines en de vastes réseaux souterrains, échangeant minéraux et sucres dans une symbiose silencieuse. En été, les insectes pullulent, nourrissant oiseaux et poissons. En hiver, le rythme ralentit, mais ne s'arrête jamais complètement. La vie persiste par nuances et non par valeurs absolues. Le tigre se déplace dans cette forêt avec l'agilité d'un chasseur d'élite, mais il participe aussi à un dessin bien plus vaste. Ses proies se nourrissent d'écorces et de jeunes pousses gorgées de soleil estival. Ces arbres prospèrent dans des sols façonnés par l'alternance du gel et du dégel. À leurs pieds, de petits mammifères creusent des galeries dans la neige isolante, aérant ainsi le sol qui accueillera un jour de nouvelles pousses. Prédateurs et proies ne sont que la surface visible. La véritable histoire réside dans les différentes strates. La canopée, le tronc, la neige, le sol, chacune dépendant des autres. La forêt peut sembler silencieuse, mais ici, le silence est structure. Au premier abord, l'hiver semble absolu. La neige s'étend sans interruption entre les troncs d'arbres. Le vent la lisse, sculptant des crêtes et de douces dunes. Aucune trace de pas, aucun mouvement, aucun bruit. Mais sous cette coquille blanche, tout un monde s'éveille. À quelques centimètres seulement sous la surface se trouve la zone subnivale, un espace étroit entre le sol et le manteau neigeux où la vie trouve refuge contre le froid le plus intense. Paradoxalement, la neige agit comme une couverture. Ces cristaux emprisonnent l'air et cet air emprisonné limite les pertes de chaleur. Alors que la température en surface peut descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius, celle sous la neige avoisine souvent 0 degré. En Sibérie, survivre signifie parfois se réfugier au cœur même de l'hiver. Un léger tremblement se fait sentir sous l'écorce. Un tunnel s'affaisse légèrement, puis se reforme au passage d'un petit corps. L'écureuil de Sibérie se faufile à travers un réseau d'étroits couloirs creusés entre les racines et le sol gelé. Ses joues sont légèrement gonflées de graines accumulées durant la brève abondance automnale. Il y a des mois, il avait amassé des centaines de provisions. Désormais, ce souvenir est vital pour lui. À proximité, une autre forme circule dans les mêmes passages cachés. La belette de Sibérie se déplace avec la fluidité d'un muscle. Son corps allongé est conçu pour la chasse au corps à corps. Sa colonne vertébrale se contracte tandis qu'elle se faufile dans des tunnels à peine plus larges que son crâne. À la surface, elle paraît fragile. Sous terre, elle devient implacable. Son museau se contracte, détectant la faible chaleur et les traces olfactives laissées par les rongeurs. Dans ce monde souterrain exigu, la précision prime sur la vitesse. La neige adoucit la lutte qui suit. À la surface, le silence règne. Mais les prédateurs ne se fient pas uniquement à la vue. Dans un champ enneigé, une silhouette pâle se dresse immobile face au vent. Le renard polaire incline légèrement la tête, ses oreilles frémissant comme des antennes paraboliques. Sous l'écorce, quelque chose s'agite. Un battement de cœur, un grincement de griffes sur la glace. Le renard écoute. Pendant de longues secondes, il reste parfaitement immobile. Puis, avec une assurance soudaine, il saute. Le mouvement est vertical et explosif. Les pattes arrière propulsent le renard vers le bas, le projetant dans les airs. Un instant, il reste suspendu dans le ciel gris, sa fourrure blanche se mêlant à la neige qui tombe. Puis il plonge tête la première. L'écorce craque sous l'impact. Un nuage de poussière et de cristaux s'élève. Le renard disparaît presque entièrement sous la surface. Sa queue est le dernier repère visible avant de se fondre dans le blanc. Quelques instants plus tard, il réapparaît, ses mâchoires serrées sur un rongeur qui se débat. La neige qui protège la proie la trahit aussi. Ce système stratifié, sol, tunnel, neige et air, crée un terrain de chasse dissimulé. Les petits mammifères se nourrissent de racines et d'écorces protégées par l'isolation. Les prédateurs de taille moyenne chassent dans cette étroite bande de chaleur. Les plus grands prédateurs captent les faibles signaux transmis par l'écorce et détectent les vibrations. Chaque couche dépend de celle qui se trouve en dessous. Sans neige, le monde sous neige s'effondre. Sans rongeur, la belette meurt de faim. Sans rongeur ni lièvre, le renard s'affaiblit. Et au-delà, encore plus haut dans la hiérarchie, les plus grands prédateurs ressentent le choc.
La forêt au-dessus peut sembler figée et immobile. Mais sous la neige, la vie est comprimée, concentrée et étonnamment active. Une pulsation silencieuse qui soutient les géants qui marchent au-dessus de leur tête. L'hiver n'épargne personne, pas même les puissants. Dans les forêts de l'extrême-orient russe, un autre géant erre sous la canopée enneigée, plus grand qu'un loup, plus puissant qu'un cerf, une force de muscles et de fourrure sculptée par le froid. L'ours brun d'Ussuri. À la fin de l'automne, avant que les rivières ne gèlent et que la forêt ne se solidifie, l'ours se concentre pleinement. Il se nourrit presque sans relâche. Il cueille des baies sur les buissons. Il arrache des racines du sol. Il attrape des poissons dans les cours d'eau. Il s'approprie et défend les carcasses. Chaque bouchée est transformée en graisse, une importante réserve d'énergie qui s'accumule sous sa peau. En hiver, un mâle adulte peut peser plus de 600 kg. Une grande partie de cette masse n'est pas constituée de muscles, mais sert d'isolant et de réserve énergétique. Les matières grasses ne sont pas qu'un simple agent de remplissage. C'est une chimie essentielle à la survie. À mesure que les températures baissent, l'ours se réfugie dans sa tanière, souvent une cavité creusée à flanc de colline, sous des racines d'arbres ou dans un abri naturel protégé du vent. La neige s'accumule à l'entrée, la scellant d'un cocon blanc. À l'intérieur règne l'obscurité et le silence. L'ours ne dort pas vraiment comme les petits mammifères. Il entre dans un état de torpeur, un ralentissement métabolique contrôlé. Son rythme cardiaque chute considérablement. Sa respiration devient lente et superficielle. Sa température corporelle ne diminue que légèrement, restant suffisamment élevée pour prévenir les lésions tissulaires, mais suffisamment basse pour économiser de l'énergie. Il ne mangera pas pendant des mois. Il ne boira pas. Il n'urinera ni ne déféquera. Son organisme recycle les déchets en les transformant en protéines utilisables. La masse musculaire est préservée malgré une inactivité prolongée. La densité osseuse reste quasiment intacte. Il s'agit d'une des adaptations physiologiques les plus extraordinaires chez les mammifères, une suspension vivante entre les saisons. À l'intérieur de l'antre, un mouvement plus discret se manifeste. Les petits naissent en plein hiver, aveugles et à peine plus gros qu'une miche de pain. Ils se nourrissent d'un lait riche et onctueux tandis que leur mère dort dans cet état de suspension. Dehors, les tempêtes font rage, les températures chutent. À l'intérieur, la chaleur reste constante grâce à l'énergie emmagasinée. Le temps passe sans témoin. Puis la lumière change. À la fin de l'hiver, le soleil s'attarde un peu plus longtemps au-dessus de l'horizon. La neige s'adoucit sur les bords. L'eau de fonte commence à s'infiltrer sous la croûte de glace. À l'intérieur de la tanière, la respiration de l'ours s'approfondit. Ses muscles se contractent. Sa léthargie se dissipe. Un matin, l'entrée scellée se fissure. Une tête massive émerge de la neige durcie, de la vapeur s'échappant de sa fourrure sombre. L'ours cligne des yeux à la lumière du jour pour la première fois depuis des mois. Derrière elle, deux petites silhouettes chancellent maladroitement dans la luminosité. Des oursons trébuchent sur leurs pattes, encore pâles et douces. La forêt, jadis silencieuse et enfouie, a changé d'aspect. L'eau qui goutte résonne dans les branches. La glace craque plus souvent le long de la rivière. La lumière brille plus intensément entre les troncs. Les géants de l'hiver s'éveillent. Le printemps commence. La première fissure est subtile. Une fine fissure zigzague à la surface d'une rivière restée silencieuse pendant des mois. Chaque jour, le soleil s'attarde davantage, pressant sa chaleur contre la glace. Ce qui était jadis une plaine rigide et cristalline commence à s'assombrir par le dessous. L'eau remonte, patiente et tenace, puis la rivière se rompt. Les plaques de glace s'inclinent et s'entrechoquent, craquant comme des tirs d'artillerie lointains. Des pans entiers se soulèvent avant de se briser en îlots flottants. Le courant, libéré de sa carapace de glace, déferle en un torrent d'eau noire et d'écume. Sur les berges, la neige s'effondre, révélant boue et racines enchevêtrées. Le dégel a commencé. En Sibérie, les eaux de fonte se répandent sur de vastes plaines inondables. Les forêts basses se transforment en lacs peu profonds. Les champs deviennent des zones humides temporaires. L'eau charrie les nutriments accumulés durant l'hiver, redistribuant ainsi la vie sur le territoire. La palette de couleurs va du blanc et du gris au brun et à l'argenté. Et puis, presque du jour au lendemain, vert. Les bourgeons éclosent le long des branches des mélèzes et des bouleaux. L'herbe perce la terre ramollie.
L'air s'imprègne d'humidité et d'arômes, terre qui dégèle, feuilles mortes et jeunes pousses. Ce qui semblait inerte il y a quelques semaines à peine vibre désormais d'une urgence contenue. Vu d'en haut, de fines lignes se dessinent sur le ciel. Ils se multiplient. Les oiseaux migrateurs reviennent par vagues successives, suivant d'anciennes routes migratoires, reliant la Sibérie à l'Afrique, à l'Asie du Sud-Est et au-delà. Les grues de Sibérie descendent sur les marais inondés, leurs corps blancs se reflétant dans les eaux peu profondes. Les oies rieuses se rassemblent en bandes bruyantes le long des berges, cherchant de jeunes pousses dans la vase. Haut dans le ciel, les rapaces tournoient, reconquérant les territoires abandonnés pour l'hiver. La forêt est pleine de mouvements. Les nids sont construits rapidement, les œufs sont pondus. Les chants nuptiaux résonnent entre les troncs. Pour de nombreuses espèces, la période propice est courte. L'été est bref ici, et la reproduction doit coïncider avec une abondance de nourriture. Et la nourriture arrive en quantités étonnantes. Avec la hausse des températures, les insectes prolifèrent. Les moustiques s'élèvent des marais qui dégèlent en nuages denses, formant des voiles vivants qui scintillent au soleil. Ils pullulent le long des berges. Des coléoptères rampent sous l'écorce. L'air bourdonne sans cesse, un son absent pendant 6 mois de l'année. Pour les mammifères, c'est l'abondance. Pour les oiseaux, c'est la nécessité. Les hirondelles rasent l'eau, attrapant les insectes au vol. Les fauvettes volettent parmi les jeunes feuilles, dénichant les larves sur les pousses tendres. Même les plus grands prédateurs en profitent indirectement car leurs proies, abondantes et plus robustes, deviennent plus nombreuses grâce à cette saison faste. Le paysage sonore est complètement transformé. Là où l'hiver n'apportait que le vent et le craquement occasionnel de la glace, le printemps déploie une multitude de sons. Le goutte à goutte de l'eau, le battement des ailes, les chants nuptiaux, les éclaboussures lointaines. La forêt respire différemment maintenant. Elle semble immense, presque généreuse. Mais ce réveil n'est pas doux. Les inondations peuvent isoler les animaux sur des territoires toujours plus restreints. Les embâcles peuvent détourner complètement le cours des rivières. Les brusques variations de température mettent à l'épreuve la résilience, comme le faisait autrefois le froid intense. La Sibérie ne connaît pas une transition en douceur, elle est en pleine mutation. Le tigre évolue dans un paysage qui semble renaître. La neige se retire dans des creux ombragés. La boue s'accroche à sa fourrure au lieu du givre. Les traces de ses proies se font plus nombreuses dans l'air humide. L'hiver exigeait de la modération. Le printemps exige de la rapidité. La terre, jadis recouverte de glace, vibre désormais d'urgence et sa croissance s'accélère face à la certitude du retour du froid. Les rivières qui se sont libérées de leur prison de glace transportent désormais bien plus que de l'eau de fonte. Ils gèrent le retour. Dans le Pacifique Nord lointain, les saumons ont grandi dans les eaux froides et ouvertes de l'océan, se nourrissant et grandissant pendant des années sans jamais apercevoir la terre. À présent, guidés par une mémoire chimique inscrite à la naissance, ils se dirigent vers les eaux douces. Contre des courants qui s'intensifient à chaque kilomètre parcouru à l'intérieur des terres, ils entreprennent leur ultime voyage. Dans les rivières côtières de l'extrême-orient russe, l'eau s'assombrit avec le mouvement. Les saumons Keta remontent le courant en bancs denses, leur corps luisant d'argent sous la surface. À leur côté, les saumons roses se pressent dans les chenaux peu profonds, changeant de couleur à l'approche des frayères. Leur peau, autrefois lisse et scintillante comme l'océan, se pare de taches et de muscles, leurs mâchoires se recourbant en crochets sous l'effet des hormones qui les transforment en vue de la reproduction. Ils ne s'alimentent pas durant cette migration. Toute leur énergie est concentrée sur une seule tâche, atteindre les gisements de gravier d'où ils sont eux-mêmes partis. Le courant oppose une résistance farouche. Les saumons se jettent contre les chutes d'eau, leur corps s'écrasant contre les rochers avant de replonger dans les embruns tourbillonnants. Certains y parviennent. Beaucoup périssent. L'épuisement, les blessures et la prédation déciment leurs rangs bien avant le début de la fraie. Le long des rives du fleuve, la forêt se rassemble pour assister au phénomène. Une silhouette imposante se dresse au milieu du fleuve, l'eau pressant ses pattes. L'ours brun d'Ussuri est revenu au fleuve, animé d'une concentration singulière. Son museau se contracte, distinguant l'odeur métallique du poisson du goût minéral de l'eau. C'est la saison des réserves.
Des mois d'hibernation doivent être compensés par un apport calorique important. L'ours attend, immobile à l'exception de ses yeux. Un saumon fait surface. Dans un mouvement presque imperceptible, la patte avant de l'ours s'abat. Ses griffes effleurent la surface de l'eau. Un éclair argenté traverse l'air et retombe lourdement sur les rochers. L'ours referme ses puissantes mâchoires sur le cou du poisson, l'immobilisant. Il ne consomme souvent que les parties les plus riches en énergie, la peau, le cerveau, les œufs, avant d'abandonner le reste sur la rive. Au-dessus, de larges ailes projettent des ombres mouvantes. Le pigargue de Steller descend avec grâce, serre déployée. Avec une envergure de près de 2,5 mètres, il domine le littoral. Là où l'ours se nourrit, le pigargue prospère. Les restes deviennent sa nourriture. Le cycle se poursuit. Les renards fondent sur la proie avec prudence. Les corbeaux se rassemblent en bandes bruyantes. Même les insectes se ruent sur les restes de viande. Ce qui commence dans l'océan ne finit pas dans la rivière. Les carcasses abandonnées sur le rivage se décomposent lentement, libérant des nutriments marins dans le sol forestier. L'azote et le phosphore, transportés sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres par les saumons, s'infiltrent dans les racines des arbres. Le feuillage reverdit, le sous-bois prospère. La forêt elle-même est nourrie par les bienfaits de l'océan. Ainsi, rivières et forêts sont inséparables. La migration des saumons n'est pas une simple migration. C'est un flux, un apport saisonnier d'énergie qui se répartit équitablement entre prédateurs, charognards et plantes. Les ours font des réserves pour l'hiver, les aigles se fortifient pour la reproduction. Le sol reçoit des nutriments qui lui feraient autrement défaut. La rivière poursuit son cours, emportant les derniers poissons épuisés vers leur frayère. Bientôt, le silence reviendra sur ces chaînes. Mais pour l'instant, l'eau regorge de vie et toutes les créatures à sa portée y réagissent. Au-dessus des fleuves et des forêts de l'extrême-orient russe, l'air lui-même devient un terrain de chasse. L'hiver ne fait pas taire le ciel, il le sublime. Perché au sommet d'un mélèze décharné, une silhouette imposante scrute l'étendue gelée. Le pigargue à queue blanche est l'un des plus grands aigles au monde. Ses ailes déployées sont plus larges que la taille d'un homme. Son plumage brun chocolat foncé contraste fortement avec ses épaules et sa queue blanche, tel un symbole vivant sur la neige. Son bec est immense, profond, recourbé et d'un doré poli. Conçu non pour la délicatesse, mais pour la force. En contrebas, une rivière est partiellement gelée. Des plaques de glace s'enfoncent dans les berges, laissant apparaître d'étroits chenaux d'eau libre là où le courant est trop fort pour les refermer. De la vapeur s'élève faiblement dans l'air matinal. Sous la surface, les poissons se déplacent lentement dans le froid. L'aigle se penche en avant. Le vent lui tire les plumes, mais elle ne résiste pas. Elle fait un pas dans les airs. Les ailes se déploient avec une puissance mesurée. Chaque battement vers le bas déplace l'air froid par fortes pulsations. Contrairement aux rapaces plus petits, qui comptent sur des battements d'ailes rapides, cet aigle se déplace avec une force délibérée, exploitant les courants thermiques lorsqu'ils sont présents et planant au ras du lit de la rivière. Un éclair en dessous. En un instant, le vol plané se transforme en piqué. Les ailes se replient partiellement, les serres se déploient. L'aigle fond sur l'eau avec une précision explosive, ses serres lacérant la fine glace et la chair sous-jacente. L'eau jaillit. En un instant, l'oiseau et le fleuve s'entrechoquent dans une violente symétrie. L'aigle s'élève alors dans les airs, luttant contre le poids supplémentaire de sa proie. De l'eau ruisselle du poisson tandis qu'il monte, ses serres entrelacées. La pêche hivernale comporte des risques. La glace peut se briser de façon imprévisible. Un coup mal calculé peut piéger les ailes contre l'eau glacée, mais la précision, fruit de saisons d'entraînement, minimise les erreurs. La récompense est abondante en protéines et en lipides, à une époque où de nombreuses sources de nourriture sont enfouies sous la glace. Alors que le jour décline, un autre chasseur s'empare de la nuit. Dans une clairière de forêt ancienne, près d'un cours d'eau, un cri profond résonne entre les arbres. Grave et vibrant, il s'apparente plus à une vibration qu'à un son. La chouette pêcheuse de Blackiston émerge de l'ombre. Figurant parmi les plus grands hiboux du monde, il dégage une aura d'autorité sereine. Son plumage brun et crème mouchetée se fond parfaitement avec l'écorce et les branches. Ses yeux jaunes captent les moindres reflets de lumière. Contrairement à la plupart des hiboux, cette espèce se spécialise dans la pêche. Elle est perchée sur une branche basse, surplombant une étroite fissure dans la glace.
Le courant maintient cette bande d'eau libre toute l'année, un corridor alimentaire vital dans un paysage qui serait autrement gelé. La neige recommence à tomber, fine et régulière. La chouette ne cligne pas des yeux. Les minutes passent. Soudain, un mouvement trouble la surface, une légère ondulation, un changement de courant. Sans prévenir, la chouette descend. Sa descente est presque silencieuse. Ses larges ailes fendent la neige qui tombe sans un bruit. Ses serres frappent l'eau, s'enfonçant dans la surface glacée et s'y agrippant avec une force dévastatrice. Un instant, seules des vagues agitées marquent la rencontre. Puis le hibou s'élève, serrant fermement le poisson dans ses bras et battant des ailes avec vigueur vers un perchoir isolé où il ira se nourrir. La neige adhère brièvement à leurs plumes avant de fondre sous l'effet de la chaleur corporelle. Ces prédateurs aériens endurent les mêmes conditions extrêmes que leurs congénères terrestres. Leurs plumes les isolent du froid mortel. Leur vision doit s'adapter à la faible luminosité hivernale. Ils doivent économiser leur énergie lorsque les proies se font rares. Chaque attaque réussie permet non seulement au chasseur de survivre, mais aussi souvent à son partenaire et à sa progéniture. Au-dessus des tempêtes et des chutes de neige, ils persistent. Là où la rivière résiste au gel, les ailes se rassemblent. Là où la glace craque, les cerfs réagissent. Le ciel, comme le sol de la forêt, appartient à ceux qui calculent soigneusement leurs mouvements. Dans le sud de la Sibérie, la forêt s'éclaircit, puis s'estompe, et finit par disparaître complètement. Les arbres cèdent la place à l'horizon. La terre s'ouvre comme un souffle retenu enfin libéré. Voici la steppe, une immense prairie qui s'étend jusqu'en Mongolie et au-delà, balayée par les vents et sans protection. Ici, point de montagne pour faire barrage aux intempéries, point de canopée pour les adoucir. Le ciel est oppressant, la terre est à nu. En hiver, la neige recouvre les plaines d'un manteau blanc. En été, la chaleur se répand sur l'herbe. Les saisons n'arrivent pas en douceur, elles avancent comme des armées. Pourtant, la vie prospère dans ce vide apparent. À travers les plaines, erre le cheval de Przewalski, le dernier cheval véritablement sauvage de la planète, robuste, brun, avec une crinière hérissée. Il paraît ancien, et pour cause, il l'est. Des études génétiques révèlent qu'il a divergé des chevaux domestiques il y a des milliers d'années. Ce n'est pas un cheval sauvage échappé, c'est un vestige du passé. Les chevaux de Przewalski, autrefois disparus à l'état sauvage et ne survivant plus que dans les eaux, ont fait leur retour dans certaines régions de la steppe mongole et du sud de la Sibérie grâce à une réintroduction menée avec soin. Leurs sabots résonnent à nouveau sur le sol, comme un léger grondement de tonnerre dans l'herbe. Ils pèsent en groupes serrés, les étalons aux aguets, les oreilles dressées. Ici, la survie exige une vigilance constante. Il n'y a pas d'abri. Plus au sud et à l'est, le mouvement se fait sentir dans les plaines. Non pas un seul animal, mais des centaines, voire des milliers. La gazelle de Mongolie migre en immenses troupeaux, traversant la steppe comme un fleuve vivant. Ces migrations comptent parmi les plus grands déplacements d'ongulés encore présents sur la planète. Elles suivent les régimes de pluie, cherchant de l'herbe fraîche sur des distances qui semblent presque mythiques. La steppe n'est pas une barrière à leurs yeux. C'est un champ infini de possibilités. Alertés, ils bondissent avec une grâce élastique. La rapidité est leur défense. En terre sans refuge, l'hésitation est fatale. Ici, le vent ne s'arrête jamais vraiment. Il caresse l'herbe, y dessinant des vagues argentées. Il transporte les odeurs et les sons à des kilomètres à la ronde. Un lointain cliquetis de sabots, l'approche d'un prédateur, le bruissement sec des tiges qui s'entrechoquent, tout voyage. Cette ouverture influence les comportements. Les animaux grégaires se regroupent non seulement pour se protéger, mais aussi pour recueillir des informations. Chaque œil contribue au réseau. Chaque oreille élargit le champ de perception. La steppe est un lieu où la perception est une question de survie. Sous l'herbe se cache une activité vitale plus discrète. Les systèmes racinaires tissent d'épais tapis souterrains, protégeant le sol de l'érosion. Les insectes creusent des galeries, les petits mammifères creusent des tunnels. Les rapaces planent, à l'affût du moindre mouvement invisible à l'œil nu. Les nutriments sont rapidement recyclés durant les courts étés lorsque la lumière du soleil persiste tard dans la nuit. À première vue, il semble vide. Il ne l'est pas. La steppe est la modération incarnée. Point de falaises abruptes ni de forêts imposantes pour distraire le regard. Ici, la beauté est horizontale.
Elle se déploie au loin, dans le mouvement, dans le vent. Et pourtant, cette immensité est fragile. Les clôtures perturbent les migrations. Les routes coupent en ligne droite les anciens sentiers. Le changement climatique modifie les régimes de précipitation dont dépendent les troupeaux. Dans un paysage caractérisé par l'ouverture, la fragmentation est une blessure particulièrement vive. Pourtant, à l'aube, lorsque les premières lueurs se répandent sur la plaine, les chevaux lèvent la tête. Les gazelles se mettent en mouvement. Le givre scintille sur chaque brin d'herbe. La steppe ne perdure pas grâce à son abondance, mais grâce à son adaptation. La vie s'étend sur une terre agitée et vivante. Les loups du silence blanc. L'hiver s'installe en Sibérie à un point tel que même les sons semblent gelés. La neige recouvre les sous-bois. Les rivières se figent. L'air se charge d'une âcreté presque métallique. Sur cette étendue blanche se meut une silhouette à la fois fantomatique et déterminée. Le loup gris. Les loups gris ne se contentent pas de survivre aux hivers sibériens. Ils y sont parfaitement adaptés. Leur fourrure à double couche emprisonne la chaleur contre leur peau, tandis que leurs longs poils de garde repoussent la neige comme l'eau sur la pierre. Leurs pattes, largement écartées, leur servent de raquettes naturelles. Dans le silence, leurs muscles et leur métabolisme fonctionnent en permanence, économisant leur énergie avec une efficacité implacable. Mais sa plus grande adaptation n'est pas physique, c'est social. Un loup solitaire est redoutable. Une meute, c'est la stratégie incarnée. La plupart des groupes sont composés d'un couple reproducteur et de leurs petits, âgés de plusieurs années, une famille et non une armée. La coopération y est essentielle à la survie. En hiver, les proies s'affaiblissent, tout comme les prédateurs. Chaque chasse a un coût énergétique. Chaque chasse infructueuse représente une perte d'énergie qui ne sera peut-être jamais reconstituée. C'est ainsi que les loups calculent. Ils se déplacent au trot pendant des heures, voire des jours, une allure d'endurance qui leur permet de parcourir des distances impressionnantes avec une dépense énergétique minimale. Alors que de nombreux prédateurs misent sur des pointes de vitesse, les loups excellent dans l'art de la patience. Ils testent un troupeau de cerfs ou d'élands, guettant la moindre hésitation, blessure ou fatigue. Un seul faux pas devient le premier. Lorsque la chasse commence, elle est rarement chaotique. Les loups se dispersent, guidant leur proie à travers la neige durcie où les sabots s'enfoncent et les pattes flanchent. Les monticules profonds se transforment en pièges. Les rivières gelées deviennent des couloirs. Le paysage lui-même fait partie intégrante de la stratégie. La résistance est leur arme. Un orignal peut courir plus vite au début. Mais les loups sont des marathoniens dans l'âme. Leur cœur et leurs poumons sont faits pour la poursuite soutenue. Ils ne se précipitent pas, ils s'épuisent. Sur des kilomètres de neige immaculée, la vapeur s'élève des flancs. La neige tourbillonne dans les airs. Le martèlement des sabots sur la croûte devient implacable. Finalement, la proie ralentit, non par manque de force, mais par épuisement. À cet instant, le troupeau se referme. C'est efficace. C'est brutal. C'est nécessaire. Et il y a rarement du gaspillage. Une fois la proie abattue, rien n'est épargné. Les corbeaux arrivent les premiers, leurs silhouettes noires traçant leurs silhouettes sur la neige. Les renards guettent aux abords. Même par des températures glaciales, bactéries et insectes se développent à l'intérieur de la carcasse lorsque les conditions le permettent. Les nutriments se répandent en cercles de plus en plus larges. La chasse du loup entretient un écosystème. Pourtant, les loups ne sont pas que mouvement et violence. Entre deux chasses règne une intimité silencieuse. Toilettage, jeu, vocalises subtiles, une queue dressée, une oreille baissée. Leur communication est complexe et nuancée. Le hurlement, cette note longue et évocatrice qui traverse les vallées glacées, représente moins une menace qu'un symbole de cohésion. Il réunit la famille, il marque le territoire, il offre du réconfort dans l'obscurité. En hiver, le son porte loin, l'air froid et dense, un conducteur parfait. Un seul hurlement peut se propager sur des kilomètres à travers les champs de neige et la taïga. À cet instant, le silence est absolu, il est défini. L'immensité de la Sibérie offrait autrefois aux loups d'innombrables corridors. Mais, comme beaucoup de prédateurs à vaste territoire, ils dépendent d'un environnement intact. Routes, agglomérations et expansion industrielle fragmentent des territoires qui, au fil de leur évolution, s'étendaient sur des centaines de kilomètres carrés. Cette fragmentation modifie les déplacements des proies,
et perturbe l'équilibre invisible de la vie en meute. Malgré tout, durant les mois blancs, lorsque le soleil est bas et que le monde se réduit au gel et au souffle, les loups résistent. Ils se meuvent comme la pensée sur la neige, délibérés, coordonnés, invisibles jusqu'à ce qu'ils se révèlent soudainement. Dans leur persistance réside une vérité ancestrale. Ici, la survie n'appartient pas à l'individu le plus fort, mais au groupe le plus uni. Dans le silence blanc de la Sibérie, le loup ne triomphe pas de l'hiver. Il écoute, et puis il court. Dans le sud de la Sibérie se trouve une étendue d'eau si ancienne qu'elle est antérieure à l'apparition de la plupart des mammifères modernes. Le lac Baïkal est bien plus qu'un simple lac. C'est un vestige géologique. Âgé d'environ 25 millions d'années, il est le plus ancien lac d'eau douce de la planète. C'est aussi le plus profond, plongeant à plus de 1600 mètres dans la croûte terrestre, où les forces tectoniques continuent de la démanteler, millimètre par millimètre. Le lac Baïkal n'est pas un paysage statique. C'est une plaie ouverte dans le continent, une fissure qui s'élargit lentement. Elle renferme près de 20% des réserves mondiales d'eau douce non gelée. À mesure qu'on approche de ses rives, son immensité déforme la perception. L'autre rive se fond souvent dans la brume, telle une mer intérieure feignant la modestie. En hiver, la surface gèle sans pour autant devenir opaque. La glace du lac Baïkal est d'une clarté étonnante. Le vent balaie la neige, polissant la surface jusqu'à lui donner un aspect vitreux. La lumière du soleil pénètre profondément, révélant les bulles d'air emprisonnées dans des colonnes verticales, tandis que le méthane gelé remonte des profondeurs. Des fissures sillonnent la surface, leurs échos résonnant à des kilomètres à la ronde. Le lac parle à travers ses fractures. Sous cette surface transparente nage l'une des grandes énigmes du lac, le phoque du Baïkal, également appelé Nerpa. C'est la seule espèce de phoque au monde vivant exclusivement en eau douce. L'origine de ses ancêtres dans ce bassin intérieur reste un sujet de débat, peut-être grâce à d'anciens liens avec les mers arctiques aujourd'hui disparues. Les théories abondent, aucune n'est définitivement établie. Le phoque du Baïkal est un animal compact, gris argenté, aux grands yeux. En hiver, il entretient des trous de respiration dans la glace qu'il ouvre grâce à ses griffes acérées. Les femelles mettent bas dans des tanières creusées dans la neige, à même la surface gelée, à l'abri des prédateurs et du vent glacial. Ce mammifère marin qui prospère à des milliers de kilomètres de tout océan trouve son essor dans ces environnements improbables. L'âge du lac Baïkal a permis à la vie de se manifester. Plus de la moitié des quelques 4500 espèces connues qui peuplent ce lac sont endémiques. Ces espèces, organismes confinés à un seul lieu, constituent sa caractéristique principale. On y trouve une profusion d'amphipodes translucides, d'une diversité étonnante, certains d'un orange ou d'un vert éclatant, qui se nourrissent dans les profondeurs. Des éponges poussent en véritable forêt le long des rives rocheuses. On y trouve également la golomianka, un poisson presque transparent, riche en huile, si flottant qu'il se déplace en pleine eau et donne naissance à des petits vivants au lieu de pondre des œufs. Le temps, l'isolement et la stabilité ont transformé le lac Baïkal en un véritable atelier d'évolution. L'eau froide s'enfonce et circule, oxygénant même les couches les plus profondes. Contrairement à la plupart des lacs, le lac Baïkal ne se stratifie pas en profondeur glaciale. La vie peut y persister là où la lumière du soleil se teinte d'indigo. Des sources hydrothermales recouvrent une partie du fond du lac, diffusant une douce chaleur dans les abysses. Cette agitation géologique alimente la persistance du vivant. En été, l'atmosphère du lac se métamorphose. La glace fond. Le vent crée des vagues prononcées. Le phytoplancton prospère dans les strates ensoleillées, formant la base d'un réseau trophique complexe. Les oiseaux migrateurs se reposent sur ces rives. La surface scintille sous un ciel d'une immensité infinie. Mais vieux ne signifie pas invulnérable. Rejets industriels, changements climatiques, espèces envahissantes. Ces pressions s'accumulent. Des hivers plus doux modifient la formation de la glace. Une glace plus mince compromet la reproduction des phoques. Des déséquilibres nutritionnels provoquent la prolifération d'algues dans des zones autrefois vierges. Un système perfectionné pendant des millions d'années peut être bouleversé en quelques décennies. Le temps géologique est patient. Le temps humain, lui, ne l'est pas. Malgré tout, le lac Baïkal existe toujours. Vue du ciel, elle ressemble à un œil sombre et allongé, enchâssé dans le continent.
En hiver, sa glace transparente forme un couvercle entrouvert. En été, elle reflète les nuages avec une précision troublante. Elle évoque moins un lac qu'un observateur, enregistrant les bouleversements tectoniques, les inventions de l'évolution et l'arrivée silencieuse de l'homme sur ses rives. L'eau garde la mémoire grâce à sa chimie, à travers les couches de sédiments, grâce à l'ADN transporté par ses courants. Le lac Baïkal est ancien, mais ce n'est pas une relique. Il est vivant, dynamique et continue de s'étendre à mesure que la Terre se désintègre lentement sous lui. Un œil, oui, mais aussi un pouls froid, profond et d'une clarté étonnante. Lorsque l'été approche en Sibérie, la chaleur ne monte pas progressivement, mais s'accélère au contraire. La neige fond dans les ravins ombragés. Les rivières gonflent grâce à la fonte des neiges. Le soleil s'attarde chaque nuit jusqu'à ce que le crépuscule devienne un phénomène tardif. La terre, gelée pendant la majeure partie de l'année, expire. Et avec cette expiration naît le mouvement. Les moustiques émergent en nombre impressionnant des zones humides qui dégèlent. Les œufs pondus l'été précédent éclosent presque simultanément au réchauffement des eaux. Les larves se déplacent en eau peu profonde, se nourrissant de micro-organismes et achèvent leur bref stade larvaire aquatique. En quelques jours, l'air lui-même semble vibrer. Les essaims se rassemblent en colonnes grises et mouvantes. Ce ne sont pas des nuages aléatoires, mais des systèmes sensibles attirés par le dioxyde de carbone, la chaleur corporelle et les odeurs. Pour un caribou, un humain ou un ours, le sang chaud est un signal. Le son devient constant, un bourdonnement aigu et électrique qui s'installe dans les oreilles et refuse de disparaître. Cela donne une impression de punition. Mais le moustique n'est pas le méchant d'une quelconque histoire morale. C'est de la biomasse, des protéines ailées. Les oiseaux migrateurs s'en nourrissent. Les poissons les attaquent en les piquant, emportés par le vent dans l'eau. Les libellules se frayent un chemin à travers les essaims avec une précision chirurgicale. Même le sang qu'ils ingèrent redistribue les nutriments dans l'environnement, puisant l'énergie des grands mammifères dans la toile des insectes. En Sibérie, l'abondance se manifeste souvent de façon écrasante. La chaleur estivale libère également une autre force, le feu. La taïga, cette immense bande de forêt boréale qui s'étend à travers l'Eurasie septentrionale, est composée de conifères riches en résine, pins, mélèzes, sapins. Leurs aiguilles tapissent le sol, formant des tapis secs. La foudre zèbre le ciel immense et parfois un seul éclair suffit. La flamme déchire le sous-bois. Elle grimpe en spirale le long des troncs. Elle bondit de cime en cime au gré du vent. Des colonnes de fumée s'élèvent dans l'atmosphère, visibles depuis l'espace. Des vallées entières peuvent s'illuminer sous un ciel cuivré. Pour l'œil humain, les feux de forêt annoncent une catastrophe. Et c'est souvent le cas, d'autant plus que le changement climatique allonge les saisons des feux et intensifie les sécheresses. Ces dernières décennies, les incendies sont devenus plus vastes et plus intenses, libérant d'immenses quantités de carbone longtemps emprisonnées dans les arbres et le pergélisol. Cependant, le feu n'est pas étranger ici. Il est très ancien. De nombreuses espèces boréales y sont adaptées. Certains cônes sont sérotineux, scellés par une résine qui ne fond qu'à haute température. Le feu devient la clé qui libère leurs graines. Les cendres enrichissent le sol en minéraux. La lumière du soleil, auparavant bloquée par la canopée, inonde le sol forestier. Quelques semaines seulement après l'incendie, la couleur verte réapparaît. L'épilobe, haute et d'un magenta éclatant, apparaît généralement en premier, ses graines emportées par le vent. Viennent ensuite les graminées. Les arbustes reconquièrent le terrain, les insectes arrivent, puis les oiseaux. Les orignaux broutent les jeunes pousses dans les zones en régénération. Un paysage noirci se transforme en une mosaïque de renouveau. Ce cycle, croissance, incendie et régénération, façonne l'architecture de la taïga. Il empêche la stagnation. Il diversifie la structure d'âge de la forêt, peuplements anciens, peuplements jeunes et clairières. Cette hétérogénéité favorise la résilience, mais il existe un seuil. Lorsque les incendies sont trop fréquents, les jeunes pousses ne peuvent pas arriver à maturité. Lorsque le pergélisol dégèle en profondeur, les sols tourbeux s'enflamment et couvent sous terre pendant des mois, libérant du carbone issu de la matière végétale ancienne. Ces feux zombies peuvent hiberner sous la neige et se rallumer au printemps. Le cercle vicieux s'intensifie. La hausse des températures favorise les incendies.
Or, ces incendies libèrent davantage de gaz à effet de serre. L'été en Sibérie est donc un paradoxe. C'est la saison des explosions. Les insectes s'agitent dans les airs, les plantes atteignent leur pleine croissance à toute vitesse et les animaux se nourrissent avec acharnement. C'est aussi la saison où l'énergie accumulée pendant des décennies peut s'évaporer en un instant. Tenez-vous dans une clairière après un incendie et vous sentirez l'odeur du charbon et de la résine. Le sol est chaud sous vos bottes. À chaque pas, des volutes de cendres s'élèvent. On a l'impression d'être encore sous les décombres. Un an plus tard, de retour, le paysage a changé. De jeunes arbres poussent. Des coléoptères creusent des galeries dans le bois mort, amorçant sa décomposition. La vie se réorganise, non par l'émotion, mais par la chimie et les opportunités. L'été sibérien n'est pas une abondance paisible, c'est une intensité condensée en quelques semaines. C'est un air vibrant et des forêts qui craquent. C'est la destruction mêlée à la régénération. La terre ne choisit pas entre eux, ça brûle, ça se nourrit, ça recommence. L'été en Sibérie s'achève presque brutalement, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. L'air se fait plus vif, les nuits s'allongent, les feuilles qui bordent les vallées s'embrasent d'or et de cuivre avant de se laisser emporter par le vent. Les insectes se dispersent. Le puissant moteur de la croissance commence à ralentir. L'abondance cède la place à l'urgence. Ici, l'automne n'est pas synonyme de nostalgie, c'est une préparation. Dans les forêts et les steppes, les animaux concentrent leurs efforts sur une tâche essentielle, stocker de l'énergie. En Sibérie, la graisse n'est pas un luxe, c'est une véritable monnaie d'échange. Elle sert d'isolant, de carburant et de protection contre les mois où la terre est presque aride. Les ours se nourrissent inlassablement de baies, de poissons et de noix, transformant le sucre et les protéines en une épaisse couche sous leur peau. Les petits mammifères stockent les graines dans des cavernes souterraines. Même les prédateurs adaptent leurs techniques de chasse pour optimiser leur apport calorique. Chaque repas est calculé en fonction du froid qui approche. Dans notre corps, les hormones se rééquilibrent. Le métabolisme s'accélère. L'appétit s'intensifie. La course est invisible au chronomètre, mais elle est implacable. Un autre drame se déroule parmi les cerfs. Les cerfs qui ont passé l'été à brouter paisiblement se métamorphosent. Leur taux de testostérone augmente. Leur cou s'épaissit. Leurs bois, qui repoussent chaque année, deviennent des armes. Dans les forêts de l'extrême-orient russe, les brames profonds et vibrants des cerfs en rut résonnent entre les arbres au crépuscule. Le rut est une période bruyante et conflictuelle. Les mâles affirment leur force par des vocalises et des foulées parallèles, évaluant leurs rivaux avant le combat. Si aucun ne cède, les bois s'entrechoquent dans un craquement qui résonne dans le sous-bois. Poussées, torsions et coups de levier, des épreuves d'endurance et de force, bien plus que de la simple violence. La victoire garantit l'accès à la reproduction. La défaite a un coût, blessures, perte d'énergie, réserves épuisées juste avant l'hiver. Le moment est crucial. Les veaux conçus maintenant naîtront à la fin du printemps, lorsque le fourrage réapparaîtra. L'évolution adapte la reproduction au climat avec une précision implacable. Plus au sud, dans les forêts mixtes qui bordent le bassin du fleuve Amour, une ombre plus grande se déplace. Le tigre de Sibérie, également appelé tigre de l'amour, aborde l'automne avec une vigilance accrue. Les espèces proies modifient leur territoire. Les cerfs deviennent méfiants pendant le rut. La compétition territoriale s'intensifie lorsque les jeunes tigres se dispersent à la recherche de leur propre domaine. Le territoire d'un tigre peut s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés. Ses limites sont marquées par l'odeur, l'urine projetée contre les troncs d'arbres et les griffures gravées dans l'écorce. Ces signaux sont des déclarations chimiques. Je suis là, je suis fort, gardez vos distances. Mais l'automne est une saison où les limites sont mises à l'épreuve. Poussés par l'instinct territorial, les jeunes mâles peuvent franchir des frontières invisibles. Les rencontres sont rares mais cruciales. Les tigres ne rugissent pas comme les lions. Ils évitent les conflits autant que possible. Cependant, lorsque deux adultes se rencontrent en territoire contesté, l'affrontement est rapide et brutal. C'est une question de dents, de muscles et d'élan. Une blessure subie maintenant pourrait être fatale en février. La forêt endure ces tensions en silence. Les feuilles mortes amortissent les pas. Le givre marque les bords des flaques d'eau. Les oiseaux migrateurs prennent leur envol vers le sud en formation changeante, laissant derrière eux le gel imminent.
Les plantes se replient également. Les nutriments sont puisés des feuilles vers les racines. La sève s'épaissit. La croissance s'arrête. Le paysage se prépare à être obstrué. L'automne sibérien a quelque chose de psychologique, une sorte de rétrécissement. Les jours raccourcissent à une vitesse fulgurante. Les ombres s'allongent sur le sol forestier. L'exubérance de l'été n'est plus qu'un murmure. Mais ce n'est pas du désespoir. C'est une question de discipline. Ici, toutes les espèces ont évolué selon un rythme d'abondance suivi d'austérité. L'automne est la saison des comptes. Avez-vous fait suffisamment de réserves? Êtes-vous assez fort? Avez-vous conquis assez d'espace, assez de partenaires, assez de carburant? Les réponses seront révélées dans la neige. Dès les premières gelées, lorsque les étangs gèlent et que la terre durcit, la course s'arrête. L'énergie accumulée se dissipe. La forêt retombe dans le silence. Et la survie, une fois de plus, dépend de ce qui a été fait durant ces brèves et caniculaires semaines de préparation. En Sibérie, l'automne n'est pas une fin. C'est une lutte contre l'hiver. Lorsque le soleil disparaît sous l'horizon sibérien, il ne se couche pas simplement. Il prend sa retraite. L'hiver, l'obscurité s'étend à une vitesse fulgurante sur la taïga et la steppe, absorbant les couleurs jusqu'à ce que le monde ne soit plus qu'argent et ombre. Les températures chutent, le son porte plus loin. Le givre se cristallise sur les branches comme de délicats circuits. La terre semble déserte. Non. C'est la nuit que certaines vies commencent. Le lynx boréal se déplace dans la forêt, silencieux comme la neige qui tombe. Son corps est compact et puissant, ses pattes longues et massives, et ses raquettes naturelles répartissent son poids sur la neige molle. Des touffes de poils se dressent au-dessus de ses oreilles comme de délicates antennes, et sa courte queue à l'extrémité noire remue une fois puis s'immobilise. Le lynx chasse seul. Avec une vue perçante dans la pénombre et l'ouïe aux aguets du moindre bruissement d'une souris sous la neige durcie, il se glisse entre les troncs avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement compte. Une pause, un mouvement de tête, un bond soudain, ses pattes avant s'enfonçant dans la neige avec une force explosive. Parfois, il frappe juste. Souvent, non. Il doit gérer son énergie avec soin. L'hiver est un redoutable contrepoids. Pour chasser des proies plus imposantes, comme les lièvres et les chevreuils, le lynx privilégie la furtivité à distance. Il traque sa proie pendant de longues minutes, parfois plus, se dissimulant dans l'ombre. La neige reflète la lumière des étoiles, créant une faible lueur diffuse qui favorise les prédateurs adaptés à cet environnement. La forêt, la nuit, n'est pas complètement noire. Elle présente une certaine texture. Au-dessus des arbres, les ailes fendaient l'air froid. Les hiboux règnent en ce moment. Parmi elles, l'immense chouette pêcheuse de Blackiston chasse dans les rivières gelées d'Extrême-Orient. Comptant parmi les plus grandes chouettes du monde, elle se déplace furtivement sur les branches surplombantes, guettant le moindre mouvement sous la fine couche de glace ou dans les chenaux où le courant résiste au gel. Son vol est conçu pour le silence. Son plumage spécialisé brise les turbulences, amortissant les rafales de vent. Ailleurs dans la forêt boréale, d'autres chouettes patrouillent les clairières et les lisières, écoutant plus qu'elles n'observent. Leurs disques faciaux, ces formations circulaires de plumes, agissent comme des antennes paraboliques, canalisant le son vers leurs oreilles asymétriques. Cette position décentrée leur permet de localiser leur proie en 3 dimensions. Une souris des champs se déplace sous la neige, invisible. La chouette, elle, en connaît la profondeur, une chute de la branche, griffe sortie. La neige jaillit brièvement vers le haut puis retombe. La nuit condense le monde en pulsations d'action séparées par de longs silences. Le souffle est palpable dans l'air. La glace se contracte dans des explosions sonores qui résonnent sur les lacs gelés. Des loups hurlent parfois depuis les lointaines chaînes de montagnes, leurs hurlements serpentant dans les vallées comme des fils sonores. Et surtout, le ciel agit. Lorsque des particules solaires, des fragments chargés provenant du Soleil, entrent en collision avec les gaz de la haute atmosphère terrestre, elles excitent les atomes et déclenchent une réponse lumineuse. L'oxygène brille en vert ou en rouge. L'azote scintille en violet. Des rideaux de lumière ondulent dans l'obscurité, telles de lentes vagues fluides. L'aurore boréale est la physique rendue visible. Dans le rude hiver sibérien, loin des lumières de la ville, l'aurore boréale peut s'étendre d'un horizon à l'autre.
Elle se déploie, se fracture et se métamorphose. Elle palpite comme un organisme vivant. La neige reflète sa couleur, teintant les forêts d'un vert émeraude fantomatique. Pour les chasseurs nocturnes, l'aurore boréale n'est ni un présage, ni un spectacle. C'est simplement une illumination. Son intensité lumineuse varie subtilement au gré des fluctuations du vent solaire. Les ombres se précisent, puis s'estompent. Le monde respire des photons à des millions de kilomètres de distance. Les personnes qui se trouvent en position d'infériorité se sentent souvent petites. Mais la petitesse est l'état par défaut dans la nuit sibérienne. La forêt ne dort pas complètement. Sa vigilance se relaie. Les espèces diurnes se reposent tandis que les nocturnes prennent le relais. L'énergie circule continuellement, passant simplement d'une espèce à l'autre. À minuit, les températures peuvent chuter à des niveaux extrêmes qui mettent à l'épreuve aussi bien la fourrure que les plumes. Pourtant, la vie persiste, elle métabolise, écoute, attend. Dans les heures qui précèdent l'aube, le froid atteint son paroxysme, le givre s'épaissit, même les prédateurs ralentissent. Puis, presque imperceptiblement, l'horizon oriental s'estompe. La nuit en Sibérie n'est pas vide. C'est une autre dimension du même monde, plus calme, plus claire, électrisée par la lumière des étoiles et le vent solaire. Un royaume où les lynx planent, les hiboux fondent sur leur proie et où le ciel lui-même se fait animal de lumière. Au-delà des derniers arbres, le terrain s'aplanit jusqu'à devenir presque abstrait. Voici la toundra, à l'extrême nord de la Sibérie, où le sol reste prisonnier du pergélisol et où les racines ne peuvent s'enfoncer profondément. Ici, point de forêt. Seulement des mousses, des lichens et des arbustes nains aplatis par le vent. L'horizon semble ininterrompu, une fine ligne séparant la terre du ciel. Pendant une grande partie de l'année, le sol reste complètement gelé. En hiver, la neige masque les détails. En été, la couche supérieure fond, formant une brève et duveteuse floraison verte, parsemée de flaques d'eau de fonte et d'essaims d'insectes. À travers cette vaste étendue se déplace l'un des voyageurs les plus emblématiques de la toundra, le renne, connu en Amérique du Nord sous le nom de caribou. Les rennes se forment par le mouvement. Leurs sabots s'adaptent aux saisons. En été, les coussinets s'assouplissent, offrant une bonne adhérence sur les terrains humides et accidentés. En hiver, ils se resserrent et se rétractent, exposant le bord tranchant du sabot pour fendre la glace et la neige tassée. C'est une adaptation biologique parfaitement adaptée à l'environnement. Même leur nez est conçu pour le froid, doté de conduits nasaux complexes qui réchauffent l'air inspiré avant qu'il n'atteigne les poumons. Mais leur plus grande adaptation est la migration collective. Des troupeaux de milliers d'animaux traversent la toundra en longues files fluides. Ils suivent des voies ancestrales, non pas tracées dans la pierre, mais instinctives, des sentiers qui relient les quartiers d'hiver aux zones de reproduction estivale. Ces distances peuvent atteindre des centaines, voire plus de 1000 kilomètres. Au printemps, les femelles gestantes migrent vers le nord, jusqu'aux plaines côtières, où le vent éloigne les insectes et où les prédateurs sont plus faciles à repérer en plein air. Les petits naissent en plein jour. En quelques heures, ils se tiennent debout. En quelques jours, ils courent. Dans la toundra, l'hésitation a un prix. À l'automne, les troupeaux changent de direction et se retirent vers le sud à mesure que les températures baissent et que les jours rallongent. La neige s'épaissit. Les lichens, source de nourriture essentielle en hiver, sont enfouis sous les congères. Les rennes baissent la tête et grattent le sol de leurs sabots, révélant les tapis pâles de mousse de renne dissimulés en dessous. Le bruit de leurs sabots sur la neige durcie devient rythmé, presque percussif. Ici, la migration n'est pas un spectacle, c'est une nécessité. Les prédateurs suivent ces mouvements. Les loups rôdent aux abords, les renards arctiques suivent. Mais la force de la meute réside dans sa taille. Des milliers d'yeux scrutent l'horizon. Des milliers de corps labourent la neige, créant un paysage mouvant d'empreintes. La toundra, d'apparence austère, recèle un équilibre complexe. Sous la fine couche de sol en dégel se cache le pergélisol, un sol gelé pendant des années, voire des millénaires. Ce dernier ancre l'écosystème. Lorsqu'il demeure stable, les zones humides et la végétation se maintiennent. En cas de dégel profond, le sol s'affaisse, modifiant le débit de l'eau et la croissance des plantes. Le changement climatique modifie cette limite septentrionale. Des étés plus chauds ramollissent le pergélisol. Des croûtes de glace se forment plus fréquemment en hiver après les cycles de gel-dégel, emprisonnant la végétation sous des couches impénétrables.
Pour les rennes, une glace épaisse peut être synonyme de famine. Leurs sabots ne peuvent pas toujours la percer. Les routes migratoires croisent également des clôtures, des autoroutes et des zones industrielles. Dans un paysage caractérisé par l'ouverture, même les barrières les plus ténues peuvent détourner d'anciens chemins. Malgré tout, ils continuent d'avancer. De loin, un troupeau en migration ressemble à un fleuve lent coulant sur une terre blanche. Leur souffle s'élève parmi les nuages, leurs bois s'entrelacent contre le ciel. Le rythme de milliers de sabots devient une pulsation dans l'air glacial. La toundra peut sembler vide au premier abord, un monde minimaliste de vent et de lumière. Mais lorsque les rennes la traversent, la terre révèle sa raison d'être. Dans l'extrême nord de la Sibérie, la survie n'est pas instinctive. Ils avancent, pas à pas, sur le sol gelé. La survie en Sibérie n'est pas le fruit du hasard. Elle se construit, molécule par molécule, comportement par comportement, par l'arithmétique silencieuse de l'évolution. Commençons par la peau. L'isolation thermique relève davantage de la physique que de la poésie. Les animaux à sang chaud produisent de la chaleur grâce à leur métabolisme. Le défi n'est pas de produire de la chaleur, mais de la conserver. La fourrure fonctionne en emprisonnant l'air près de la peau. L'air, au repos, est un mauvais conducteur de chaleur. Un sous-poil dense crée des millions de minuscules poches où la chaleur est retenue au lieu de s'échapper dans le froid. Au-dessus se trouve le sous-poil protecteur, plus long, souvent creux et parfois enduit d'huile qui repousse l'eau et la neige. Chez des espèces comme le renard arctique ou le loup de Sibérie, le pelage d'hiver peut être considérablement plus épais que le pelage d'été. La durée du jour déclenche des changements hormonaux qui incitent les follicules à développer un pelage plus dense. Ce n'est pas seulement la température qui active ce processus. La lumière joue également un rôle crucial. Et puis il y a la graisse. Dans notre culture, la graisse est mal comprise, mais dans le Nord, c'est une véritable merveille. Le tissu adipeux stocke l'énergie chimique à haute densité. 1 gramme de graisse produit plus de 2 fois plus d'énergie que les glucides ou les protéines. Elle assure également une isolation thermique. Les mammifères marins, comme les phoques, comptent sur leurs épaisses couches de graisse pour conserver la chaleur et constituer une réserve d'énergie pendant les périodes de disette. Même les animaux terrestres constituent des réserves. Les ours qui entrent dans leur tanière pour l'hiver peuvent perdre un tiers de leur poids corporel pendant l'hibernation, se nourrissant exclusivement de graisse stockée. Cette graisse n'est pas inactive, au contraire, elle est métaboliquement active et libère de l'énergie lentement et régulièrement. La vie fonctionne alors comme une bougie qui se consume lentement. Et puis il y a le subtil phénomène des échanges thermiques à contre-courant. C'est là que l'anatomie devient un circuit d'économie de chaleur. Chez les animaux qui restent sur la glace, comme les rennes, les loups et les oiseaux, le sang artériel chaud qui irrigue les extrémités rencontre le sang veineux plus froid qui retourne au corps. La chaleur est transférée du sang sortant au sang entrant avant qu'il n'atteigne les tissus exposés. Lorsque le sang atteint la patte ou le pied, il est plus frais, suffisamment chaud pour prévenir les engelures, mais pas trop froid pour éviter un gaspillage de chaleur. C'est comme se refroidir les mains avant de les plonger dans la neige. Le corps sacrifie la chaleur périphérique pour préserver sa température centrale. Ce mécanisme permet à certains animaux de rester sur la glace pendant des heures sans perdre une quantité catastrophique de chaleur. Des lois physiques inscrites au plus profond de notre être. Le camouflage ajoute une couche stratégique supplémentaire. La neige transforme le champ de vision en une toile lumineuse et uniforme. Prédateurs et proies doivent s'y fondre. La mue saisonnière fait passer le pelage du brun ou du gris au blanc. Le lièvre arctique, l'hermine et le renard polaire arborent un pelage d'hiver qui reflète la lumière et brouille leur silhouette. Même le tigre de Sibérie, avec ses rayures caractéristiques, bénéficie d'une coloration disruptive. Des bandes verticales qui fragmentent sa silhouette parmi les troncs d'arbres et la neige ombragée. Le camouflage n'est pas l'invisibilité, mais la confusion. Le cerveau de l'observateur recherche des contours, des motifs, des formes reconnaissables. Briser les lignes permet de gagner du temps, suffisamment pour attaquer ou pour fuir. Mais les caractéristiques physiques ne représentent qu'une partie de l'histoire. L'instinct guide la migration, le choix du gîte et le calendrier de chasse. Les animaux adaptent leur cycle d'activité pour éviter les heures les plus froides. Certains entrent en léthargie, réduisant leur métabolisme pour économiser de l'énergie.
D'autres modifient leur régime alimentaire au fil des saisons, changeant leur proie ou leur source végétale selon leur disponibilité. L'adaptation n'est pas une solution miracle, c'est un système à plusieurs niveaux. La fourrure emprisonne l'air, la graisse stocke l'énergie, les vaisseaux sanguins recyclent la chaleur, la couleur masque les mouvements, le comportement ajuste tout avec précision. La Sibérie met à l'épreuve toutes les faiblesses, et pourtant, à travers les forêts, la toundra et les lacs gelés, la vie persiste, non pas parce que le froid est doux, mais parce que l'évolution a passé des millénaires à apprendre comment y réagir. Dans le Nord, la survie est une science inscrite dans les muscles, dans les molécules, dans l'instinct, silencieuse, précise et incroyablement efficace. Présence humaine, exploitation forestière, routes, braconnage. La Sibérie semble infinie. Vue du ciel, la forêt s'étend à perte de vue, un océan vert sombre de mélèzes et de pins. Mais même les océans peuvent être sculptés. Premièrement, les routes forestières sont coupées. Elles commencent comme d'étroites cicatrices, s'enfonçant profondément dans la taïga pour atteindre les précieuses ressources forestières. Vues du ciel, elles ressemblent à de fins fils cousus dans un tissu sombre. Au sol, leur impact est bien plus important. Les routes fragmentent l'habitat. Elles divisent la forêt, continuent en parcelles. Pour les prédateurs à vaste territoire comme le tigre de Sibérie, dont le territoire peut s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés, cette fragmentation n'est pas un inconvénient, mais une contrainte. Un tigre ne perçoit pas une route comme une frontière politique. Pourtant, les déplacements de ses proies se modifient à proximité. L'odeur humaine persiste. Les véhicules circulent de façon imprévisible. Ce qui était autrefois un terrain de chasse ininterrompu devient une mosaïque. La fragmentation engendre aussi quelque chose de plus dangereux que les moteurs, l'accès. Là où mènent les routes, les gens les suivent. Le braconnage prospère grâce à l'accès aux ressources. La chasse illégale aux cerfs réduit les populations de proies. Les pièges destinés aux ongulés peuvent mutiler ou tuer des espèces indésirables, comme les tigres et les léopards. Un simple collet, presque invisible dans la neige, peut être fatal pour un prédateur qui a mis des années à atteindre sa maturité. Pour une espèce dont la population est déjà faible, chaque disparition est amplifiée. Les tigres se reproduisent lentement. Les petits dépendent de leur mère pendant près de 2 ans. Si une femelle reproductrice disparaît, les conséquences se font sentir bien au-delà d'une seule vie. Le changement climatique exacerbe ces pressions. La Sibérie se réchauffe plus vite que de nombreuses autres régions du monde. Le pergélisol dégèle, déstabilisant les sols et les infrastructures. La saison des feux s'allonge. Les pullulations d'insectes s'étendent vers le nord. À mesure que les forêts brûlent plus fréquemment et plus intensément, le carbone longtemps stocké dans les arbres et les sols gelés est libéré dans l'atmosphère, accélérant ainsi le cycle. Changement d'habitat. La répartition des proies est modifiée. Les régimes d'enneigement changent, ce qui affecte la dynamique de chasse des prédateurs adaptés à un couvert hivernal dense. Le système est déstabilisé, parfois brutalement, et sort de son équilibre de longue date. Et pourtant, la présence humaine n'est pas seulement destructrice. La conservation en Sibérie est devenue un effort concerté et organisé. Des aires protégées comme la réserve de biosphère de Sikhote-Alin préservent l'habitat essentiel du tigre dans l'extrême-orient russe. Des unités anti-braconnage patrouillent à pied, en véhicule et parfois à ski. Les gardes forestiers parcourent les forêts enneigées pour vérifier les pièges photographiques, démanteler les collets et recenser les traces. En hiver, un garde forestier peut suivre les traces d'un tigre, des empreintes rondes et profondes laissées dans la neige fraîche. Chaque trace est une information. Chaque pas raconte une histoire de santé, d'orientation et de survie. Des pièges photographiques crépitent silencieusement dans l'obscurité, capturant des silhouettes rayées qui traversent les allées boisées. Ces images sont une preuve. La preuve que la forêt abrite encore son super prédateur. La participation communautaire s'est également accrue. Les programmes d'indemnisation réduisent les abattages de représailles en cas de perte de bétail. Les initiatives éducatives favorisent le soutien local à la protection de la faune sauvage. La gestion s'appuie sur la science, notamment grâce aux colliers émetteurs, aux prélèvements génétiques et à la surveillance par satellite. La conservation repose désormais sur une collaboration entre le travail de terrain et l'analyse des données. Rien de tout cela n'est facile. L'immensité de la Sibérie rend l'application de la loi difficile.
Ses ressources incitent à leur exploitation. Son climat amplifie tout déséquilibre, mais la présence de routes n'entraîne pas nécessairement des pertes. La présence humaine ne fait pas disparaître automatiquement les espaces sauvages. À l'aube, un garde forestier se tient au bord d'un sentier. Son souffle est glacé. Quelque part derrière les arbres, un tigre se meut, invisible.